George Soros. Ce nom, on l'a forcément déjà entendu. C'est un nom qui, c'est certain, ne laisse personne indifférent. Il incarne à lui seul tous les paradoxes de notre époque. Alors la question se pose, qui se cache vraiment derrière ce personnage si controversé? D'un côté, on entend spéculateur sans pitié. De l'autre, philanthrope visionnaire. On le traite de prédateur financier, d'oligarque mondialiste. Et puis, juste après, on entend les mots philosophe, mécène. C'est fou, non? Comment une seule et même personne peut-elle porter autant d'étiquettes aussi contradictoires? Alors pour essayer de comprendre le personnage, il faut aller au-delà de ces clichés. On va décortiquer les faits, ensemble, pour tenter de répondre à cette fameuse question. Mais qui est, au fond, le vrai George Soros? Bon, pour commencer à y voir plus clair, il faut remonter à la source, à l'origine de son immense fortune. Et ce qui est fascinant, c'est que cette fortune est née d'une ambition qui, au départ, n'avait pas grand-chose à voir avec l'argent. Son histoire commence à Budapest, où il naît György Schwartz. Adolescent, juif, il survit à l'occupation nazie. C'est un point de départ qui marque une vie, forcément. Ensuite, il part pour Londres. Là, il étudie avec un maître à penser, le grand philosophe Karl Popper. Et puis, c'est le grand saut, direction New York. Avec une idée bien précise en tête. Il veut juste gagner assez d'argent pour pouvoir devenir écrivain, philosophe. Rien de plus. Sauf que Wall Street va en décider autrement. En 1969, il crée son propre fonds d'investissement, le fameux Quantum Fund. Et là, sa vie bascule. Alors, c'est quoi son secret? Comment a-t-il fait fortune? Eh bien, c'est en grande partie grâce à une technique assez audacieuse, la vente à découvert. Pour faire simple, c'est un peu comme parier sur la chute d'une action ou d'une monnaie. Vous empruntez cet actif, vous le vendez tout de suite au prix fort, puis vous attendez que son cours s'effondre pour le racheter beaucoup moins cher et le rendre. La différence entre les deux, hop, c'est dans votre poche. C'est un jeu hyper risqué, c'est clair, mais quand ça marche, ça peut rapporter très très gros. Et c'est exactement cette stratégie qu'il va utiliser pour son plus grand coup d'éclat. Son chef-d'œuvre, si on peut dire, le fameux Mercredi Noir. On est le 16 septembre 1992. Soros et son équipe, ils ont une intuition. Ils sentent que la livre sterling, la monnaie britannique, est surévaluée. Pour eux, c'est une véritable bombe à retardement. Alors que fait-il? Il mise des milliards de dollars sur sa chute. La pression sur la livre devient tellement énorme que même la Banque d'Angleterre, qui tente de la défendre en augmentant ses taux de façon radicale, finit par céder. Elle ne peut plus rien faire. Résultat, la livre s'effondre et le Royaume-Uni doit sortir du système monétaire européen. Et le gain pour le fonds de Soros dans cette affaire, tenez-vous bien, 1 milliard de dollars en une seule journée. C'est juste ahurissant. C'est à partir de ce jour-là qu'on lui a donné ce surnom, l'homme qui a fait sauter la Banque d'Angleterre. Mais attention, ce n'est que le tout début de son histoire complexe. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. C'est cette dualité, ce double visage. D'un côté, on a le spéculateur, le prédateur, celui qui n'hésite pas à domicilier son fonds dans un paradis fiscal. Et de l'autre, on découvre l'un des plus grands philanthropes de tous les temps. Un homme qui a donné, de sa poche, plus de 32 milliards de dollars. C'est ce paradoxe qui est au cœur du personnage. Alors, une question se pose. Que fait-on avec autant d'argent? Pour Soros, la réponse va ouvrir le deuxième grand chapitre de sa vie. Et vous allez voir, ce chapitre est peut-être encore plus controversé que le premier. Lui-même le dit, l'argent, en soi, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Quand on lit cette citation, on comprend qu'il y a autre chose. Une ambition qui va bien au-delà de l'accumulation de richesses. C'est vraiment une quête d'idées, une quête intellectuelle. Et c'est précisément ça qui va être le moteur de son engagement philanthropique. Toute son action philanthropique est guidée par une seule idée qu'il a empruntée à son mentor, le philosophe Karl Popper. Le concept de société ouverte. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'idée de société basée sur la démocratie, la liberté d'expression, le respect des droits de chacun. C'est en quelque sorte l'exact opposé des régimes totalitaires, comme celui qu'il a connu et fui dans sa jeunesse en Hongrie. Et pour mettre cette vision en pratique, il a créé un outil surpuissant, les Open Society Foundations. C'est un réseau mondial présent dans plus de 120 pays. Et où va tout cet argent, concrètement? Eh bien, comme on le voit ici, ça part dans la promotion de la démocratie, la défense des droits humains, l'accès à l'éducation ou encore le soutien à un journalisme libre et indépendant. Le montant total, on l'a déjà dit, dépasse les 32 milliards de dollars. C'est colossal. Ça en fait l'une des plus grandes fondations privées de la planète. Mais voilà, cette générosité, cet activisme, ça a un prix. Et ce prix, c'est de s'être fait des ennemis, de très, très puissants ennemis. Parce que oui, en finançant ses causes, il ne fait pas que donner de l'argent.
Il fait de la politique. Et cet activisme a fait de lui une cible, une sorte d'ennemi public numéro 1 pour pas mal de gouvernements et de mouvements politiques. Écoutez par exemple cette phrase de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. C'est une illustration parfaite du genre d'attaque qu'il subit. On le décrit comme un ennemi international, sans patrie, qui ne ferait que spéculer et qui voudrait contrôler le monde. C'est une rhétorique très forte qui le dépeint comme une menace pour les nations. Et les accusations, elles sont nombreuses et elles reviennent tout le temps. On dit qu'il orchestre des révolutions de couleur pour renverser des gouvernements, qu'il pousse à un agenda mondialiste pour détruire les nations, qu'il utilise son argent pour s'ingérer dans la politique, qu'il finance des manifestations, qu'il encourage l'immigration. Il est devenu une sorte d'adversaire symbolique pour des figures comme Donald Trump et pour une bonne partie de la droite radicale. Et il faut le dire aussi, il a été condamné en France pour délit d'initié. Bref, il est devenu le bouc émissaire parfait pour beaucoup de monde. Le cas de la Hongrie est vraiment le plus parlant. C'est là que l'ironie de l'histoire est la plus forte. Figurez-vous qu'à la fin de l'ère communiste, Soros a financé, dans son pays natal, des initiatives anti-régime. Et parmi les jeunes qui ont bénéficié d'une de ces bourses d'études, il y avait un certain Viktor Orban. Oui, le même. Quelques décennies plus tard, Orban est au pouvoir et il lance une campagne nationale acharnée, Stop Soros, qui va carrément forcer la fondation à fermer son bureau à Budapest et à quitter le pays. C'est assez incroyable comme retournement de situation. Aujourd'hui, George Soros a plus de 90 ans et il a décidé de passer la main. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, un passage de relais qui pourrait bien changer pas mal de choses pour son empire. Et celui qui reprend le flambeau, c'est son fils, Alexander. Et le style pourrait être bien différent. Si son père, George, était plutôt un intellectuel, un théoricien, un bâtisseur de concepts, Alexander, lui, est décrit comme beaucoup plus politique. Ses priorités sont très claires, le droit de vote aux États-Unis, le droit à l'avortement, et surtout, faire barrage à un éventuel retour de Donald Trump. Et qui dit changement de leader, dit aussi changement de stratégie. C'est déjà en cours. Les fondations Open Society ont annoncé qu'elles allaient réduire de manière significative leurs activités en Europe. L'idée, c'est de réorienter les ressources vers d'autres parties du monde, là où elles estiment que leur impact peut être plus grand aujourd'hui. Alors au final, quel héritage laissera George Soros ? Sera-t-il celui du spéculateur qui s'est enrichi sur l'instabilité des marchés ou celui du philanthrope qui a dépensé sa fortune pour défendre la démocratie ? La réponse, évidemment, est loin d'être simple. Son parcours, en fait, nous renvoie à une question bien plus large, une question presque philosophique. Est-il possible d'être à la fois le pyromane et le pompier du système ?